Bonjour tout le monde, bienvenue à Balado Prévention, le podcast où on parle de santé, sécurité au travail et de sécurité routière. Le tout, je vous le rappelle, propulsé par Via Prévention. Aujourd'hui, on a un épisode très intéressant qui s'en vient avec Marie-Josée Michaud de Contrôle routier Québec. Mais juste avant, je suis toujours en compagnie de mon fidèle acolyte Julien. Hey, ça va? Ça va très bien. Yes, sir. Avant qu'on commence l'épisode, juste faire des petites plugs là, pour nos prochains événements qui s'en viennent là, chez Via Prévention. Tout d'abord, vous avez peut-être vu là, notre campagne de sensibilisation qui s'appelle « Tu t'en vas où quand tu recules ?» des autocollants. Je sais pas si... Julien, t'en as-tu vu, toi? Moi, je les ai vus. Puis c'est des accroches-portes, dans le fond, accroche-porte, autocollant, accroche-miroir. Que tu veux. Ouais. C'est une accroche que tu veux. Et c'est aussi un collant pour rappeler la campagne. Pour rappeler la sécurité, en fait, dans les manœuvres, les manœuvres de recul des camions sur les chantiers qui ont amené, malheureusement, plusieurs décès de travailleurs. Là, on travaille activement là-dedans là, depuis plusieurs semaines. Donc, on a créé aussi des fiches d'information, des différentes procédures. Donc, n'hésitez pas à nous contacter là-dessus là, pour plus de détails. Sur ce, débutons le podcast avec Marie-Josée. Marie-Josée, bonjour. Salut Samuel. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir au podcast. Ça fait plaisir. T'en as fait plusieurs. C'est pas le premier podcast auquel tu participes. Ou c'est plus des interventions radio? Podcast, je dirais, oui, c'est le premier. D'habitude, ça peut être radio, télé, en direct, préenregistré, demande pour articles écrits, un peu de tout, mais podcast, non, c'est la première fois. Yes! Yes! on est souvent les premiers, hein? Je suis fier de ça. C'est mon baptême. All right. Tout va bien se passer. Là, l'épisode va probablement sortir au mois de mai, mais là, on est en plein hiver. Il fait moins 20. Quand il fait froid comme ça, y a-tu moins d'intervention de la part des contrôleurs routiers sur la route ou l'été, c'est un moment plus propice ou moins propice? Je sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que vous êtes plus occupé que d'habitude, ce temps-ci? J'ai pas de moyens statistiques pour répondre à ta question. J'ai pas un tableau avec le nombre d'interventions par jour puis combien qui faisait cette journée-là, c'est-tu moins 22 ou 3 degrés. Fait que je peux pas faire de corrélation dans le nombre d'interventions qu'on fait. Mais par contre, on est équipé pour travailler en hiver. Je pense que c'est ça l'important. Parce que c'est sûr, si on n'était pas équipé, ça nous tenterait peut-être moins. À la base, la sécurité est tout le temps là. Fait que, qu'il fasse froid, qu'il fasse super chaud, qu'il pleuve, s'il y a une situation dangereuse, on va intervenir. Ça, il n'y a pas de doute avec ça. Mais on est équipé. Fait que on nous fournit tous nos équipements jusqu'aux crampons. Là, en ce moment, il y a beaucoup de glace dehors. On a nos crampons. On a notre agent aussi de CSST à notre travail qui, à chaque année, nous dit comment travailler quand il fait froid, comment marcher sur la glace, comment utiliser les crampons comme il faut. Fait qu'on a tout ce qu'il faut. Côté nombre d'interventions, mettons qu'on va dans les tempêtes de neige, là, peut-être qu'il y aurait une baisse d'intervention au niveau des camions. On ne s'amusera pas à les intercepter juste pour vérifier parce qu'on est occupé ailleurs. Tout ce qui est sorti de route, là, des fois, la Sûreté du Québec est débordée. On va être là puis on va aller aider les gens. On va être sur la route là, vraiment en surveillance puis en assistance là, aux autres corps policiers. Fait que ça pourrait amener une diminution des interventions, là, mais pas parce qu'il fait froid puis qu'on reste dans l'auto puis qu'on ne veut pas sortir. Je me posais la question en préparant le podcast. Est-ce que 2019 est particulier par rapport au nombre de carambolages qu'il y a eu? Il me semble cette année, là, à chaque fois qu'il y avait un peu de neige, ça finissait en des collisions de 50 voitures avec camions. On a-tu une année spéciale? Je pourrais pas dire. Avant d'être aux relations publiques, je portais pas grande attention à ce qui se passait, là. Mais depuis que je suis aux relations publiques, c'est sûr que j'ai mis des alertes Google partout. Puis là, j'ai l'impression qu'il y a de tout. Pas juste des carambolages, là, mais je réalise à quel point qu'il y a plein d'incidents avec des véhicules lourds, pas de véhicules lourds, peu importe, mais j'en suis beaucoup plus consciente, là, parce que je baigne là-dedans, là. Mais est-ce qu'il y en a plus cette année, puis tout ça, j'ai pas porté attention à ce phénomène-là en ce moment, là. Mais, il faut rappeler à tout le monde tout le temps, il faut être prudent, il faut partir plus tôt, faut adapter sa conduite, puis souvent,
pour les conducteurs de véhicules lourds, eux autres, ils savent là, que les distances de freinage ne sont pas les mêmes, que la visibilité souvent n'est pas la même, mais les autres usagers de la route, ben, vu qu'ils n'ont pas vécu des bottines du camionneur, ben, ils sont un peu moins conscients de ça. OK. Fait que c'est sûr que nous, sur la route, on va essayer de travailler cette conscience-là particulière, là, que le camionneur, s'il se laisse une grande distance en avant, ben, c'est Il y a une une question raison, de là. sécurité, c'est ça. T'sais. Fait qu'on fait un travail à ce niveau-là pour essayer de diminuer ces incidents-là. Là. Je me demandais, là, dans le fond, toi, t'es contrôleur routier. Oui. Et il y a agente aux relations publiques. Oui, c'est ça. Ça fait combien de temps? T'as commencé comme contrôleur et ensuite t'as rajouté le rôle d'agente de relations publiques, c'est ça? Oui, c'est ça. J'étais à Contrôle routier Québec depuis 2011, OK. puis aux médias depuis août 2016. Ah, OK, quand même. Mais on fait les 2 postes. Ouais. En ce moment, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je fais le travail sur la route, le jour, le soir, la nuit. Puis, je réponds aux demandes médias quand il y en a au besoin. Puis, je travaille beaucoup côté prévention. Okay. C'est pas, je suis pas préventionniste, mais j'adore ça. Fait que je suis vraiment beaucoup impliquée là, en plus dans la prévention. On pourrait quasiment en mettre un 3e slash. Puis, comment est-ce que... ça, j'imagine que c'était une offre de contrôle routier. Comment est-ce qu'on décide de faire le saut, de rajouter justement un titre comme ça, comme agente aux relations publiques, de dire, OK, à partir de maintenant, je vais aussi m'occuper de ça. Qu'est-ce qui motive à faire ce saut-là? Bien, c'est un poste qui est affiché. Fait que OK. n'importe qui peut appliquer, puis là, il pourra faire l'entrevue, puis être sélectionné ou non. À la base, moi, c'est mon capitaine à l'époque qui m'avait dit, je pense que tu as la capacité pour le faire, puis go, vas-y. Oh. Mais si on retourne à quand j'étais petite, là, je manquais à l'école les journées où j'avais des présentations ouais, orales à faire. On est vraiment à 2 opposés. Maintenant, je fais des conférences dans des salons. Puis avant ça, je suis même pas capable de parler devant ma classe avec mes amis, là. Fait que ça veut tellement rien dire, au fond, quand on est petit, puis comment ça évolue, là. Mais j'ai vraiment la piqûre, là. Je suis passionnée, j'adore ça. Puis, tu sais, je disais que j'aime beaucoup la prévention, mais plein de mes interventions médiatiques portent sur la prévention. Je passe des messages de prévention. Tu sais, si je vous parle de l'opération autobus parce qu'on veut arrêter les gens qui utilisent leur cellulaire au volant ou qui portent pas leur ceinture, bien, je vous parle pas juste de cette opération-là. Le but, c'est de passer un message de prévention. Fait que, au fond, les deux sont vraiment quasiment indissociables pour moi, là. Mm-hmm. Puis, comme j'aime la prévention, bien, tout va ensemble, là. Fait que je trippe vraiment intensément sur ce que je fais, là. Puis je pense que c'est ça qui fait toute la différence. C'est quand on aime notre travail, ça paraît, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle parce que c'était pas la première. Tu sais, j'entends souvent ça, des gens qui font des conférences ou qui finissent par parler comme métier. Ils ont souvent ce point commun-là, souvent qu'à l'enfance. Tu sais, c'est toujours un peu l'anecdote de dire « Hey, quand j'étais jeune, j'étais pas capable d'aller parler devant l'école. » Puis je pense que c'est peut-être de trouver sa vocation qui aide à dire « Ah, ben là, je peux parler. Je sens que j'ai vraiment quelque chose à dire. » Tu sais. Je vais avoir un vrai message plus que je sais pas, là, les ours d'Amérique du Nord. Là. Je sais pas. Sûr. Ben, quand on tu parles aime, de quelque chose que tu aimes et que tu maîtrises, ça fait toute la différence, c'est certain, là. Ouais. Mais j'aimais pas parler devant la classe, sauf que je parlais tout le temps pareil. Okay. Pas d'imprésentation orale, mais mettons que j'étais celle qui dérangeait tout le temps puis qui parlait. Okay. Ça n'a pas arrêté. Okay. C'est bon. Ça a été quoi ton cheminement pour arriver au départ en 2011 là, à Contrôle routier Québec? C'était quoi ton cheminement académique ou professionnel qui t'a mené jusque-là? Je peux parler personnellement de la mienne, mais on est 300 contrôleurs à peu près. Puis le cheminement est différent pour chacun. Okay. C'est ça qui est merveilleux à Contrôle routier, c'est qu'on a des expertises vraiment différentes de plein de gens, puis tout ensemble, ben, ça nous permet de faire un excellent travail puis de se compléter. On a des gens qui viennent de l'industrie du transport. On a des anciens camionneurs, on a des anciens mécaniciens, on a du monde qui est dans le milieu parapolicier aussi. Des gens qui étaient déjà à fonction publique, mettons, qui étaient, je sais pas, à la cour, des agents de la cour, ou il y en a qui étaient aussi dans les prisons, Okay. puis au service correctionnel, puis qui ont transféré toujours au niveau du gouvernement du Québec d'une place à l'autre. C'est vraiment un peu tout le monde. Mais particulièrement des gens du domaine de l'application de la loi. Okay. Moi, je viens du milieu
policier. J'ai fait ma technique policière à l'époque. Puis, j'ai été malade. J'ai pas pu faire passer les tests pour entrer à l'école de police à l'époque. Fait que j'ai fait mon cheminement quand même en parallèle à ça, là. Puis, éventuellement, ben, l'opportunité s'est présentée là, à contrôle routier pour que je puisse appliquer puis que je revienne un peu près de ça. Mais je vois pas ça comme une police manquée. C'est souvent ça qui revient. C'est des fausses polices, sont frustrés parce qu'ils n'ont pas pu faire leur vrai travail. Je peux pas parler pour tout le monde, mais en tout cas, moi, c'est pas mon cas. Je regrette pas du tout. Je tripe dans ce que je fais, puis je me dis toujours, il y a une raison pour tout. Fait que... Et les autres qui viennent de l'industrie, les mécaniciens, parapoliciers, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre dans ça, à part mon cheminement personnel à moi? Non, mais c'est ça qui est intéressant. Je trouve de savoir, justement, c'est propre à chacun, mais il suffit juste d'une belle histoire pour inspirer. Non, mais c'est vrai, tu sais, je veux dire... La formation, vous allez à l'École nationale de police... ENPQ, l'École nationale de police du Québec. Oui, c'est ça. Puis la formation est comme un peu conjointe. Elle n'est pas connexe, elle est en parallèle avec celle des policiers, je me trompe. Bien, il y a des éléments qui se ressemblent, mais souvent, ceux qui ont fait leur technique policière avant, ils ont comme tout appris la base, puis là, ils s'en vont faire plus d'application. OK. Mais effectivement, les personnes qui vont être sélectionnées, puis c'est un long processus, là. Dans mon cas, moi, ça a pris 9 mois, puis il y en a que ça a été plus long que ça. Il y a vraiment plusieurs étapes. T'sais, on va appliquer, il va y avoir un examen théorique, il y a l'examen médical, il y a une enquête de réputation, l'entrevue. Ça fait plusieurs étapes qui durent sur longtemps avant de savoir si on est pris ou pas. Puis un coup qu'on est sélectionné, oui, on nous envoie à l'École nationale de police du Québec pendant 21 semaines. Et cette formation-là, de notre côté, on est rémunéré, puis elle est payée par l'employeur, mais elle est conditionnelle à notre réussite. Donc, il y en a en cours de route, s'ils ne réussissent pas, qui ne se rendront pas jusqu'à la fin. T'sais, il faut, avoir un beau comportement, mais aussi être capable d'avoir les notes puis réussir les formations demandées. Dans cette formation-là, c'est sûr que là, c'est pas du monde qui arrive tout de technique policière. Fait qu'on repart de la base. On va avoir le code de sécurité routière. Et il y a plus de 40 lois et règlements auxquels on va passer là, plusieurs journées là, à voir article par article comment que ça s'applique. Fait qu'il y a beaucoup de travail, mais on n'apprend pas tout ça par cœur. Parce que même sur la route encore, on traîne nos livres avec nous. Quand il y a quelque chose de plus particulier, on ressort nos livres pour lire comme il faut. Il y a de l'intervention physique qu'on va faire aussi. Il y a plusieurs semaines d'intervention physique pour maîtriser les personnes. Puis, en fait, c'est plutôt pour se défendre. Là, si on procède à une arrestation puis que la personne ne coopère pas. Elle veut pas. Exactement. Au bout de tout ça, quand on réussit, ben là, on va être assermenté. On va être nommé agent de la paix. Puis aussi constable spécial. La partie constable spécial, c'est parce qu'on n'est pas agent de la paix pour le code criminel, mais on nous autorise à faire certaines interventions au code criminel. Donc, ce titre-là de constable spécial nous permet ces interventions-là. On a une lettre qui nous dit, avec une liste d'infractions criminelles, qu'on peut intervenir. Ça pourrait ressembler à quoi, par exemple? Tout ce qui est capacité affaiblie. OK. Ça veut dire que je peux arrêter n'importe qui au code criminel, que j'aurais les motifs de croire qui est en capacité affaiblie. Délit de fuite, mais tout ce qui est au niveau criminel, là, causant la mort, causant des lésions, conduite dangereuse. Après ça, tout ce qui est drogue. Tout ce qui peut mettre en danger la vie des gens. Bien, c'est ça l'objectif. Okay. On est en uniforme, on est dans un véhicule lettré, identifié. Je ne peux pas voir une infraction criminelle puis rien faire. Il faut que je puisse intervenir. Même à la limite, si je suis au Tim Hortons en train de prendre un café puis qu'il y a un homme qui frappe sa femme, ben j'ai le pouvoir d'intervenir. On ne peut pas laisser passer ça. Là. Okay. Donc ça, c'est un autre titre qu'on a quand on sort de là. Un coup qu'on est sorti, qu'on a gradué, on a tout vu sur les bancs d'école, mais après ça, on a 10 semaines environ là, de coaching. Ils vont nous mettre avec une personne, ça fait longtemps qu'elle est là, puis on va être en patrouille avec elle, jour, soir, nuit, pour faire les interventions sur la route. Puis là, comme ça, elle peut plus répondre à nos questions puis nous guider là, dans le travail. Et après ça, on a une formation en mécanique sur les normes de sécurité des véhicules routiers.
On n'est pas un mécanicien qui s'en va changer des pièces sur un véhicule, mais on connaît toutes les normes de sécurité de ce règlement-là. Puis, on va inspecter ensuite les véhicules lourds pour savoir s'ils répondent à ces critères-là de ce règlement-là. Ils vous forment l'œil à détecter, j'imagine, les défectuosités ou à voir qu'est-ce qui pourrait poser problème ou pourrait être dangereux sur un camion. C'est ça. On va regarder tous les éléments du camion, puis il y a la partie théorique, puis on va voir la partie pratique aussi, où on met notre chienne, on s'en va en dessous du camion, assisté d'un coach, puis on va faire l'inspection complète. On va regarder tout ce qui est vitrage, tout ce qui est feu et phare, le système d'alimentation, le système d'échappement, le système de freinage, tout ce qui est cadre, châssis, tout ce qui pourrait créer un accident sur la route éventuellement. Fait qu'on on va pouvoir détecter ce qui ne fonctionne pas, puis demander après à ce que ça soit réparé. Puis même à la limite, si la défectuosité est majeure, selon le règlement, il établit ce qui est mineur et majeur, là, on va pouvoir mettre le véhicule complètement hors service. Il ne pourra plus circuler. Ce qui est différent, les policiers ne peuvent pas faire ça. Nous, on est directement dans le système de la SAC, et s'il y a une défectuosité majeure, j'annule la plaque du véhicule, puis je l'interdis de circuler. Donc, soit qu'il va repartir en dépanneuse ou s'il répare, puis que je vois que c'est conforme ensuite, je vais pouvoir réactiver la plaque moi-même. Ensuite, on a une autre formation reliée à la mécanique un peu qui est CVSC. Par cœur, c'est Commercial Vehicle Safety Alliance. C'est une méthode de travail qui est enseignée à tous les contrôleurs routiers Canada, États-Unis puis Mexique. Donc, en principe, tous les contrôleurs routiers de ces 3 pays-là devraient utiliser la même méthode. Fait que le camionneur qui traverse tout ça... D'un coup, qu'il y en a un qui essaie de se sauver, là, qui se rend jusqu'au Mexique, là. Hey! Mais si tu traverses tous ces états-là, tu devrais, à chaque fois que tu te fais intercepter, tu sais à quoi t'attendre parce que la méthode est la même. Okay. C'est une méthode qui nous permet de rien oublier, puis de faire ça là, d'une façon méthodique. Tu sais, le sens d'inspection du véhicule, les documents à suivre, oui. On a cette formation-là également. Donc, on doit faire un certain nombre d'inspections par année pour garder cette certification-là, pour avoir la certification. Puis après ça, ben, tu sais, à chaque année, là, on a toujours des mises à jour. Tu sais, la loi, ça change tout le temps. Il faut rester à jour. Tu sais, quand Uber est arrivé, ben, un nouveau projet pilote, bon, ben, OK, on va avoir une journée de formation là-dessus pour être au courant de la nouvelle réglementation. Après ça, bien, matière dangereuse, il y a des mises à jour. C'est ça. Puis là, après ça, on a eu quoi? L'alcool. Là, on a le cannabis. On est en constante formation là, pour toujours être à jour dans tout ce qui se passe. Je sais pas si ça se calcule en pourcentage vraiment, mais y a-tu un pourcentage de temps qui est dédié à justement cette formation continue-là? Parce qu'à tout, tu sais, mettons, ici, il y avait la ronde de sécurité, les heures de repos, tout ça, ça change. Est-ce que tu es capable de dire, mettons, c'est le quart de mon temps qui va dans la lecture et l'apprentissage de nouvelles, ou c'est vraiment, ça dépend des périodes, puis c'est pas vraiment, je sais pas. Oui. Ben, peut-être ça dépend des périodes, parce que on peut être longtemps sans mise à jour, puis d'un coup, il y en arrive tout plein un après l'autre. Mais je dirais aussi que ça peut être un peu en continu. Tu sais, tous les jours, on reçoit des courriels, puis là, ben OK, maintenant, il y a telle dérogation qui vient de sortir, ou, tu sais, fait qu'on est comme tout le temps un jour où il y a un nouveau... cherche le terme, là... quelque chose de nouveau sur le camion. Ben là, maintenant, on a des freins à disque. Là, mettons les autobus, ben, il y a des autobus maintenant scolaires qui sont électriques. Ben, on va être appelé à les inspecter. Fait au fur et à mesure que l'information sort, ben, on va, par équipe, là, être formé ou avoir une petite heure. Ça dépend. Des fois, ça peut être 2-3 jours. Des fois, juste une heure, c'est assez. Là, ça dépend du sujet. Fait que c'est tout le temps. Ça nous suit continuellement. Il faut se mettre à jour. Puis des fois, on reçoit les nouveaux libellés des nouvelles lois. Fait que prends le temps de les lire, voir ce qui a changé. Parce que quand tu es toujours habitué d'appliquer un article de loi d'une manière, puis là, ils ont changé 2-3 mots, ils ont rajouté des exemptions, bien, il faut que tu sois au courant. Fait que quand tu les reçois, bien, tu prends le temps de lire ta mise à jour. Là. Et là, on parle de la formation de contrôle routier, mais une fois quand on est un contrôleur routier, on travaille pour juste essayer de démêler un peu les acronymes. On est contrôleur routier pour contrôle routier qui dépend de la SAC. Comment qu'on place tous ces... le ministère des Transports, la SQ, comment qu'on place tous ces pions-là?
Ben, on a quoi? CRQ, SAQ, MTQ, puis SQ. Mettons que ça tourne autour de ça. Ouais, mettons qu'on va QC Québec? Mettons qu'on commence par nous autres, on commence par la base. CRQ, c'est Contrôle routier Québec. OK? Contrôle routier Québec, on est une agence d'application de la loi de la SAAQ. OK. On va reparler de la SAAQ après. Mais nous, on est chapeautés par eux. Okay. On applique la loi sur la route. Fait qu'on est les agents de la paix qui s'occupent de ça. Puis, notre mission, là, c'est tout ce qui est transport de biens et de personnes. En gros. Je ne vous dis pas qu'on ne sortira pas de ça, on pourra en parler tantôt. Okay. Mais en gros, notre mandat principal, c'est améliorer le bilan routier, mais en travaillant essentiellement avec tout ce qui est commercial sur la route, autant avec les biens et les personnes. Donc, principalement, véhicules lourds. Pas nécessairement, parce qu'on a les taxis qui ne sont pas véhicules lourds. C'est peut-être les seuls. Mais tu sais, on travaille avec les véhicules outils qui sont souvent exemptés de tout ce qui est véhicule lourd. Là. Puis, mettons, tu prends ton livreur de pizza. C'est pas un véhicule lourd. Mais on va travailler avec lui aussi. Mais parce qu'il fait sa marchandise. Comment vous savez que c'est un livreur? Ben, habituellement, ils ont un insigne sur le toit ou une petite affichette dans le pare-brise. Vous commandez à des places fancy, pas le délit du coin. OK, c'est bon. Les petits camions de Publisac, il y en a plein de petits véhicules qui font du commerce sur la route aussi. Là. Fait que c'est pas que les véhicules lourds. Fait qu'on a quand même un vaste éventail de véhicules là, avec lesquels on peut travailler. Puis là, dans nos podcasts précédents, là, on a parlé souvent des traîneaux à chiens. Oui. Qui font du transport de personnes. Est-ce que les traîneaux à chiens pourraient rentrer là-dedans? Parce que c'est des membres chez nous. Puis on veut rentrer en communication avec eux autres, mais on a de la misère. Fait que ça, je mène que non, les traîneaux à chiens. C'est-tu les véhicules qui transportent les chiens, ça? Non. Vraiment les traîneaux. Le traîneau en tant que tel, mais ça rentre pas dans mon créneau. Haut de la montagne avec un télescope, là, voir, là, sont-ils corrects? Non, parce que même les motoneigistes, ils rentrent pas dans notre travail non plus. Les motocyclistes rentrent pas dedans. C'est tout ce qui est commercial, là. Ambulance, mettons? On pourrait. OK. On pourrait. Il faut que ça soit vraiment qu'il y ait quelque chose, tu sais, d'aller voir un camion de pompier ou d'ambulancier ou de police pour. Non, je comprends. Il faudrait vraiment qu'il y ait une raison, là, mais ça rentre dans le mandat. Okay. Mais votre environnement de travail, c'est la route. Les routes publiques, là, les chemins publics du Québec. Oui, c'est ça. On n'est pas appelé sur une chicane de voisins. On va s'occuper que du transport. Okay. Juste le transport. Après ça, il y a la SAQ. Je disais tantôt, on est de l'agence d'application de la SAQ. SAQ, Société d'assurance automobile du Québec, qui a pour mission de protéger les personnes contre les risques liés à l'usage de la route. OK. Fait que ça se complète. Ça complète avec nous parce qu'on a dit, nous autres, tantôt, on s'occupe du bilan routier, le transport de biens et de personnes. Donc, au bout de la ligne, nos interventions devraient diminuer plusieurs risques liés à l'usage de la route. Si l'arrimage de l'équipement sur un camion est bien attaché, bien, il ne devrait pas le perdre, donc il y a moins de risques aux autres usagers de la route. Fait qu'on travaille dans le même sens. Puis la SAQ relève du MTQ, qui est le ministère des Transports du Québec. Puis après ça, on a la SQ, qui est la Sûreté du Québec, qui est un corps de police nationale du Québec. Là. Okay. Mais au fond, tout le monde, on travaille tout ensemble, tout dans le même sens. Puis bizarrement, j'ai regardé un peu l'histoire de Contrôle routier. Contrôle routier, au début, là, avant 1984, elle faisait partie du MTQ. Elle relevait directement du ministère des Transports. Après ça, en 84 et 89, elle relevait de la SQ, la Sûreté du Québec. Okay. On a appartenu à la Sûreté du Québec pendant ces 5 années-là. Après ça, on a été transféré à la SAAQ. Et finalement, de 90 à 99, on était vraiment à la SAAQ. Puis après ça, en 99-2000, ils ont fait une unité autonome de service parce que là, ils trouvaient que nous, on avait un mandat distinct, des clientèles différentes de leur service. Tu sais, eux autres, c'est une agence de... des assurances. Tu sais, nous, okay. on n'est pas dans le même créneau. Fait qu'on a eu besoin d'avoir une espèce d'identité un peu parallèle. Là. Donc, ils ont vraiment créé cette unité-là autonome à part qui est Contrôle routier Québec. Fait qu'on s'est promené de tous ces acronymes-là, de toutes ces SAQ, MTQ, SQ. On a fait tout ça pour se retrouver maintenant où est-ce qu'on est. Et en 2020, via Prévention, on va acheter Contrôle routier Québec. On
falloir qu'on agrandisse nos bureaux. Ouais, c'est ça, manque de on va place. manquer de monde, là. Ah, Mais quand même. on travaille tous dans le même sens. Ouais. L'objectif de tout le monde, là, la sûreté, les policiers, on a tous le même objectif au bout de la ligne. Là. Ben, j'imagine que ça change demain comme ça à cause de l'ampleur puis la définition du projet au travers le temps, là, puis de faire comme, ben, c'est une entité qu'on a besoin, puis qu'il y a une raison pourquoi ça dure puis ça grossit comme ça, là, c'est parce qu'il y a un besoin. Oui, effectivement. Ça a pris beaucoup d'ampleur à l'époque des éboulements, là, mais à chaque fois qu'il y a des événements, on se réajuste. Puis, Puis là, sous contrôle routier, il y a des contrôleurs routiers, comme toi. Est-ce qu'il y a d'autres genres de métiers qui sont là ou est-ce qu'il y a différents types de contrôleurs? on a les contrôleurs routiers sur route, qui sont les agents qui patrouillent sur la route. Okay? Ces personnes-là, vous allez les voir dans les postes de contrôle, vous allez les voir sur toutes les routes. C'est pas juste les autoroutes, là, c'est toutes les rues du Québec. On a plein de pouvoirs partout, principalement sur les véhicules commerciaux, comme on a dit tantôt. Fait qu'ils vont intercepter les véhicules, ils vont les peser à la pesée routière, ils vont émettre des constats d'infraction, ils vont vérifier tout ce qui est application de la loi là, du Code de sécurité routière. Ils vont vérifier les contrôles d'émissions polluantes, le piéval. T'sais, on n'a plus beaucoup, mais avant, il y avait beaucoup de camions qui faisaient de la fumée grosse noire. boucane noire. Là. Ouais, Ah, c'est ouais, ça. ouais. Fait qu'on a les appareils, on est mandaté par le ministère de l'Environnement pour OK. calculer le nombre de particules par million, puis voir s'ils sont conformes ou pas. Fait que ça, c'est dans nos mandats. Maintenant, on a le cinémomètre pour la vitesse. On a plein de mandats spéciaux, tout le transport de matières dangereuses, le transport scolaire, activité de prévention, c'est les contrôleurs routiers sur route qui s'en occupent. On a des préventionnistes là, qui gèrent tout ça, mais c'est les contrôleurs routiers sur route qui vont faire toutes les activités, les salons, nos présences dans les salons pour répondre aux gens, les activités d'angle mort, la sensibilisation fatigue au volant chez les véhicules lourds. On fait des enquêtes aussi. Tout ce qui est accident, là, les policiers souvent vont nous appeler s'il y a un véhicule lourd impliqué. Fait que nos contrôleurs routiers sur route vont se rendre pour vérifier l'état mécanique, admettons, Pour du supporter véhicule, c'est ça, vérifier les heures, OK. parce que c'est notre spécialité. Fait qu'on travaille en collaboration avec eux pour les aider dans leur enquête. Puis, les contrôleurs routiers sur route sont agents de la paix et constables spécial. L'autre groupe qu'on a, c'est les contrôleurs routiers en vérification mécanique. Eux autres, ils sont juste agents de la paix, mais ils ne sont pas constables spécial. Constable spécial, je rappelle que c'est des interventions au niveau du code criminel. OK. Donc, eux autres ne sont pas mandatés pour ça. Ils ont vraiment été choisis pour le volet mécanique. OK? C'est pas les mêmes critères d'embauche. C'est pas la même formation non plus. Puis, ils vont vraiment travailler l'aspect mécanique, principalement avec les mandataires de la SAC. Ils vont faire leur formation. Des mandataires puis des mécaniciens qui travaillent pour les mandataires. Ils vont créer cette formation-là qui est donnée. Ils vont recruter des nouveaux mandataires. Puis ils sont personnes ressources aussi pour les mandataires. Fait que si le mandataire a des questions quelconques, c'est ces personnes-là qui vont appeler. Fait que leur spécialité, c'est vraiment la mécanique, là. Puis ils appliquent le volet administratif. Les mandataires, ils sont régis par des contrats. Ils doivent respecter des conditions pour pouvoir maintenir leur statut de mandataire de la Société d'assurance automobile du Québec. Fait que moi, sur la route, si je vois que le mandataire, il y a quelque chose sur lequel il a failli, bien, je peux faire des recommandations. Je peux aviser les contrôleurs routiers en vérification mécanique que j'ai vu qu'il y avait des choses défaillantes. Puis lui va pouvoir, à ce moment-là, là, travailler au niveau du contrat en disant « Vous n'avez pas respecté tel contrat, bien, il peut avoir telle pénalité. » On suggère que votre mécanicien soit suspendu 2 jours, qu'il y ait de la nouvelle formation, ces choses-là. Ça, c'est leur travail. Fait qu'on voit que c'est quand même vraiment différent, mais ça se complète. Donc, vous pouvez surveiller ceux qui sont en charge de vérifier que les véhicules sont en état. Un mandataire, c'est un peu ça, non? C'est pas des super mécaniciens, mais qui vont veiller à ce que annuellement, on vérifie que les camions ils sont en ordre pour aller sur la route. Oui, c'est ça. Mais ils ont des conditions à respecter qui ne sont pas nécessairement dans la loi. Mais si je vois que le camion que j'ai intercepté, admettons, là, il a été inspecté il y a 2 jours, 2-3 jours, je suis capable de voir qu'est-ce qui a été détecté comme défectuosité. Okay. Puis là, sur la route, si j'en trouve plein d'autres, c'est évident qu'ils ne sont pas arrivés aujourd'hui, admettons, bien, tu sais, je peux questionner le travail du mécanicien, puis je vais faire un signalement à ce moment-là pour que ça soit vérifié. C'est sûr qu'on s'assure que leur travail est bien fait. Là. On n'a pas le choix. Là. Puis c'est ça qui fait qu'ils maintiennent leur contrat ou pas, parce qu'il y en a qui les perdent leur contrat. Là. OK. Pour avoir une idée, je pense à ça.
Pour avoir une idée de ce que c'est un contrôleur routier en vérification mécanique, il y a le podcast du CFTC, le Centre de formation en transport de Charlebourg, qui ont reçu Simon Pépin, je crois, qui est allé parler de la ronde de sécurité, puis ça permet de voir un peu toute l'étendue des connaissances qu'un CRVM peut avoir là, par rapport à la mécanique des véhicules. Là. C'est vraiment... C'est des pros. Là. J'ai une question. Tu sais, là, on parle comment je dirais, des interventions des contrôleurs routiers sur la route lors de fautes possibles, disons. Là. C'est quoi les autres... Par exemple, est-ce que moi, je suis un camionneur ou quelqu'un qui a une flotte, puis que je veux m'assurer que tout est clean avec ma flotte, avec mes camions, tout ça, et aussi mes employés, mes chauffeurs. Est-ce que je peux appeler chez Contrôle routier, au CRQ, ou pour avoir de la documentation, d'informations, des informations comme ça, ou c'est, mettons, la SAC ou... Bien, ça dépend. Si vous avez une question vraiment précise, on a même... pour les véhicules lourds, on a une ligne là, exprès dédiée là, aux propriétaires exploitants véhicules lourds. Fait qu'on, elle peut être appelée. Des fois, vous pouvez appeler au bureau des contrôleurs routiers. Ça serait vraiment une question précise ou sur une intervention qui vient d'arriver. Ou des fois, les gens aussi peuvent arrêter. Si on est à la pesée routière ou arrêter un coin de rue, ça arrive souvent qu'il y en a qui viennent et qui me posent des questions. Si j'ai le temps, ça me fait plaisir, puis je vais répondre aux questions. Mais on ne donne pas de formation. Il y a plein de compagnies, il y a des consultants qui le font. Puis on ne peut pas commencer parce que la quantité d'entreprises qu'il y a, on ne finira pas. Mais c'est sûr, s'il y a des questions précises, là, on est là pour répondre. C'est comme là, à ExpoCam, on va être là au mois d'avril, on a un kiosque. Mais il y a plusieurs entreprises qui viennent nous voir, puis c'est leur période, là, ils ont leur petite liste de questions, puis ils viennent nous les demander, tu sais. Fait qu'on est toujours là pour répondre. Comme je dis, il y a une ligne dédiée exprès pour eux, là. Ben, déjà, chez Via Prévention, on en fait un bout, là, je pense, là. C'est un peu comme vous autres, on peut répondre à des questions, mais on donne un avis, puis... mais je pense aussi, ce que j'ai en tête, c'est... Je pense aux travailleurs, puis souvent il y a l'idée que avoir cette information-là pourrait être lourde, ça pourrait être long. Tu sais, on a peur un peu de tomber souvent dans les arbres téléphoniques, là. Pèse sur un, pèse sur deux, puis là, fais une heure t'es au téléphone, t'as pas la personne, là. Mais, tu sais, déjà une ligne directe, c'est intéressant, là, de savoir ça, qu'il y a possibilité de faire, OK, là, j'ai une question, je peux appeler là. Même chose sur Via Prévention, je le dis souvent, mais t'appelles, puis tu parles à quelqu'un en dedans de 30 secondes, là, c'est assez direct, là, fait que... OK, ça, juste savoir. Il y a des choses qu'on peut répondre facilement, mais tu sais, on peut pas... donner une formation sur les heures de conduite. Même quand j'intercepte un véhicule, je vais essayer de donner les éléments essentiels, mais je peux pas prendre 3-4 heures pour lui montrer. Puis c'est pas à mon niveau, c'est vraiment l'entreprise qui doit former ces conducteurs-là. Mais c'est sûr que je vais prendre le temps d'expliquer au minimum ce qu'il y a, puis après ça, je donne la documentation. J'ai une valise pleine de documentation, puis que je remets les petits livrets. Mais après ça, on en vient qu'à la personne, à elle, de dire, bien, je vais aller chercher l'information parce qu'elle n'est pas inexistante. La page de la Société d'assurance automobile du Québec est pleine d'informations. Celle de contrôle routier aussi, les deux sont interreliés. Toutes les informations, majoritairement, sont là. Sinon, on va au ministère des Transports aussi, si on parle de tout ce qui est, mettons, arrimage. Les informations sont toutes là, mais il faut prendre le temps d'aller les chercher. Ouais, c'est vrai. Tantôt, Julien parlait des motifs. On parle d'intervention sur la route des contrôleurs. Tu sais, ça serait quoi les motifs d'intervention pour lesquels vous pouvez intercepter un véhicule sur la route? Qu'est-ce qu'il ferait dire? Celui-là, je vais aller le voir. Moi, j'aimerais savoir les plus fréquents, mais les plus rares aussi. Tu sais, qu'est-ce qui... J'aurais jamais pensé à ça, que j'aurais arrêté quelqu'un pour ça, tu sais. Bien, on va commencer par les motifs généraux de notre mandat principal. Ceux-là, ça sort peut-être un peu moins de l'ordinaire, là, mais notre première clientèle, on va commencer, mettons, transport biens et personnes. On commence par les gros véhicules lourds. OK? Eux autres, on peut les intercepter pour... je m'allais dire aucune raison. C'est pas aucune raison. On va vouloir vérifier des éléments. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas besoin de voir une infraction devant moi pour l'intercepter. Parce qu'on fait du contrôle. Enfin, on va aller l'intercepter, puis là, on verra est-ce que le conducteur a un permis sanctionné ou valide.
Si je ne l'intercepte pas, je ne peux pas savoir parce que la plaque est au nom d'une compagnie. C'est là que je vais pouvoir voir, ouvrez votre camion, que je vois si les choses sont bien attachées, s'il y a des matières dangereuses, si le camion est fermé puis qu'il n'y a pas de placard, je ne peux pas voir ça. L'état mécanique aussi. On intercepte pour faire un contrôle puis vérifier nos 40 lois et règlements, voir s'il y a quelque chose là-dedans. Ça, c'est la routine. T'sais. Après ça, on peut les intercepter parce qu'on a vraiment une raison. On pense qu'il a vraiment l'air trop lourd, on voit qu'il est trop haut, ou on voit qu'il a commis une infraction parce qu'il n'a pas arrêté à son feu rouge ou ces choses-là. Mais là, je m'en tiens encore, ça, c'est les véhicules lourds. Autobus, minibus, dépanneuses, tracteurs, semi-remorques, tout ce qu'il y a, c'est technique, là, mais le PNBV en haut de 4500. Ça, c'est sa capacité de charge. On ne parle pas de la masse nette, là, mais sa capacité de charge. Fait que dès que c'est en haut de 4500, ils sont soumis aux heures de conduite, à la ronde de sécurité. Donc, il faut que j'intercepte pour voir, il l'a-tu complété, il respecte-tu ses heures. Donc, on applique tout le code de la sécurité routière à cette clientèle-là. Après ça, on a tout ce qui est transport routier, tout véhicule, en fait, qui fait un transport ou un travail. Là, on peut rentrer dans un pick-up qui transporte quelque chose dans sa boîte arrière. Okay. Monsieur, madame, tout le monde qui a une remorque en arrière avec plein de terre à jardin. Toutes ces choses-là. Fait que ça n'a pas besoin d'être rémunéré, ça n'a pas besoin d'être commercial, quoi que ce soit, mais ça effectue un transport ou un travail. Monsieur qui livre sa pizza, ça rentre là-dedans aussi, parce que souvent, ils vont avoir un véhicule de promenade, là. Ça arrive, c'est pas son travail à temps plein, il est étudiant, il va avoir une plaque promenade sur le véhicule, mais il transporte la pizza le week-end. Il livre la pizza le week-end. Fait qu'il rentre dans cette catégorie-là. Donc, j'ai le droit de l'intercepter pour toutes les règles. Une vérification. Principalement, si je vois quelque chose d'anormal. Okay. Après ça, on rentre dans les véhicules de promenade. Là, on voit des choses souvent plus particulières, là. Les véhicules de promenade, on peut les intercepter, mais seulement sous certaines raisons. On va commencer par tout ce qui est trop pesant. Ça vous arrive souvent. Le pick-up, là, le derrière du pick-up touche quasiment à terre, puis les roues d'en avant touchent presque plus, là. Fait qu'on va aller le peser, puis parce que ça s'applique à lui aussi, les charges, là. Ils seront pas gérés de la même façon, mais il doit respecter quand même une certaine charge. Fait que lui, on va pouvoir l'intercepter. Dimension. On en a vu, je ne sais pas sur les réseaux sociaux, vous avez vu, il y en a qui transportent leur planche de construction de bord en bord du véhicule, puis ça sort par les deux fenêtres. Les box springs, c'est toits de voiture. Puis... Oui, dans les dimensions, ça rentre. Sinon, on a vu l'autre jour, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il transportait un sapin qui sortait par la porte arrière vers le côté. Tu sais, c'est quand même assez impressionnant que la personne ait pensé faire ça. Ou les planches de bois, tu sais, ça faisait comme un avion, là. Ça dépasse de chaque côté, comme s'il voulait s'envoler, là. C'était peut-être ça qui était qu'il voulait voulu, essayer, mais fait que c'est des drôles d'affaires. Des fois, je peux pas croire que les gens aient pensé à faire ça. Mais côté arrimage, là, on en voit vraiment de toutes les couleurs, là. C'est dommage parce que là, on est à la radio, mais j'ai un cartable plein de photos vraiment aberrantes, là, qui sont vraiment impressionnantes. Il y a quelqu'un qui a pensé à ça. Okay. Fait que ça peut être une raison d'interception. Arrimage, il transporte son matelas sur son toit, puis il le tient avec ses mains, parce qu'il s'en va pas vite, puis il s'en va pas loin. Puis, tu sais, ça, on en a souvent. L'autre jour, j'en ai eu un, c'était toutes des palettes de bois qu'il a mis sur le toit de sa vanne, mais il y en avait comme 8 ou 10 de haut, rien d'attaché. Puis il montait une côte. J'ai eu un peu peur. Il y a des bonnes mains. Non, il n'y en a même pas. Il était juste à côté sur le toit. Je comprends pas comment ça n'a pas tombé, en tout cas. Et il venait de partir, là, parce que si on l'avait peut-être vu plus tard, ça aurait été parce qu'il l'aurait perdu. Il n'y aurait pas eu de palette. Il est normal, c'est oui, c'est ça. Il arrive, il n'a plus. État mécanique. Véhicule de promenade, tu vois que quand il freine, les feux de freinage n'allument pas, ou que les essuie-glaces sont pris dans le milieu du pare-brise. Il y a des chances que c'est parce qu'ils ne fonctionnent plus. Mais tout ce qui est état mécanique, ça pourrait être jusqu'à un seul feu qui ne fonctionne pas, mais... on essaie de rester plus dans notre mandat pour faire les véhicules lourds. Mais des feux de freinage qui ne fonctionnent pas, c'est une effectivité majeure. Des essuie-glaces qui ne fonctionnent pas, c'est majeur. Là, ça touche la sécurité. Donc, on va focusser sur ceux-là parce qu'un
un phare qui ne fonctionne pas, ben là, on va tous les arrêter. Là. Il y en a, il y en a à profusion. Les autos fantômes. Là, Ben souvent, de nuit, on arrête à côté parce que justement, s'il n'y avait pas de feu qui fonctionnait de nuit, ça serait une défectuosité majeure. Mais souvent, on fait juste leur dire vos feux sont-ils allumés? Puis c'est juste parce qu'ils n'ont pas oublié, c'est un véhicule de location, il ne comprend pas trop son véhicule. Transport de matières dangereuses. Si vous allez chez Costco avec votre bouteille de propane, là, il y a une manière de le transporter. C'est sûr qu'on n'ira pas fouiller dans les autos voir s'il y a des matières dangereuses. Mais si on passe à côté de vous puis il y a des bidons d'essence ou des bouteilles de propane dans votre boîte de pick-up ou sur la banquette de votre véhicule, puis de où je suis, je les vois, puis qui ne sont pas arrimés de transporter de manière conforme, on a le droit d'intercepter monsieur, madame, tout le monde. Puis je reviens tantôt aux criminels. Eux autres, on peut intercepter tout le monde. Donc, conduite dangereuse, capacité affaiblie, délit de fuite, monsieur, madame, tout le monde. Si je vois qu'il y a une conduite là, que je juge dangereuse ou peut-être qu'il sera en capacité affaiblie, j'ai le droit d'intercepter. Un coup qui est intercepté, si c'était pas ça, mettons qu'il était au cellulaire, parce que des fois, on a l'impression que les personnes ont une capacité affaiblie, puis finalement, on réalise que c'est parce qu'ils textent, bien, mon intervention a fini là. Okay. Je peux pas faire autre chose. Puis comme tous ceux pour le véhicule de promenade, de l'arrimage, puis tout ça, je peux pas donner, parce qu'il transporte son matelas sur son toit, je peux pas lui donner un ticket pour le stop qu'il n'a pas fait. Je donnerai pas de constat de règles de circulation au véhicule de promenade. Ça va vraiment aller juste à cause des éléments que je vous ai nommés tantôt. Il faut que ça respecte ça. Je peux donner des étiquettes sur ça, mais pas pour les règles de circulation qui pourraient enfreindre. Ça, on y touche pas. Fait que ça vous donne une idée de l'éventail de travail là, qu'on peut faire sur la route. Mais quand tu parlais de matières dangereuses, nous autres, on en donne quand même pas mal de formations. C'est le cours qu'on donne probablement le plus chez Via Prévention dans une année. Puis quand on arrive, je pense au sujet des tunnels, des passages à niveau. Là, on mentionne que, en passant, les tunnels, par exemple, ça s'applique à tout véhicule routier. Oh, là, on dirait qu'il y a un aspect de « Eh boy, j'ai... Faut que j'annule mon barbecue. » Ouais, mais que j'aille à la chasse l'année prochaine, je vais peut-être penser à mon affaire différemment. Parce que les conséquences peuvent être les conséquences financières peuvent être assez importantes, des constats d'infraction, mais aussi pour la sécurité des autres usagers. S'il arrivait un événement dans le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine... Oui, comme on a eu... il y a 2-3 ans, je crois. Là. Ouais. Mais effectivement, en fin de semaine, on a un kiosque au salon du VR pour un véhicule récréatif. Puis, on a une conférence aussi pour sensibiliser les gens parce que c'est pas des transporteurs de matières dangereuses. Ils connaissent pas la loi. Mais là, il y en a qui ont les gros véhicules récréatifs, là, eux autres, ils peuvent pas du tout passer. S'ils ont un gros réservoir de matières dangereuses, des fois, ils ne savent pas qu'ils peuvent pas passer là. Puis après ça, on dit, vous savez, vos 3 petites bouteilles Coleman d'une livre, là, là, vous en avez 3. Ça a beau être 3 petites, mais là, vous en avez 3, vous êtes en infraction, tu sais. Fait que c'est de dire, vous avez le droit, mais passez pas par le tunnel, passe ailleurs ou achetez un coup que tu as traversé. Mais c'est incroyable, là, les gens sont pas au courant du tout là, de ça, que ça s'applique à eux également, oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement, ça serait quoi la conséquence de se faire intercepter? Exemple, dans le tunnel avec 3 bonbonnes Coleman. Par cœur, je n'ai pas le montant de l'amende. Il y a un constat d'infraction qui va être émis, premièrement. Deuxièmement, c'est 9 points d'inaptitude sur le permis de conduire. Donc, je pense que c'est ça qui fait le plus mal, au fond, là, parce que l'amende, il me semble qu'elle n'est pas si chère que ça. Mais les 9 points, ils vont rester 2 ans. Puis là, votre permis de conduire va aussi coûter plus cher pendant ces 2 années-là. Puis évidemment, si vous n'avez pas encore traversé le tunnel, on va demander une conformité. Donc, ça se peut qu'il va falloir en enlever, trouver une manière, mais on ne peut pas le laisser sur le bord du chemin, là. Fait qu'il faut trouver une manière là, de se conformer avant de traverser le tunnel, t'sais. Mais au-delà de ça, s'il arrive un accident, là, je pense que les pétrins sont bien plus graves que juste le constat, là. Ça va au-delà de ça, mais depuis l'incident d'il y a environ 3 ans, ils ont quand même mis un panneau qui explique beaucoup mieux. Il est très illustré, là. Peut-être que les gens comprennent un peu mieux qu'est-ce qu'ils doivent pas apporter. 9 points de démérite, ça peut sembler gros, mais quand on pense que c'est le même nombre de points de passer sur un stop d'autobus scolaire, moi, ça fait bien mon affaire. Apprends. L'objectif, c'est que ça soit dissuasif, là, pour éviter, après ça, d'être pris dans gérer un incident de matière dangereuse dans le tunnel, là, puis tous les gens qui sont coincés là-dedans. Ça vaut la peine. Tout à fait.
Tout à fait. La collaboration, est-tu bonne, grosso modo? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils savent à peu près ça va être quoi? Est-ce qu'ils sont coopératifs ou ils ont peur ou je sais pas. La majorité sont super collaboratifs. Okay. C'est leur travail puis ils n'ont pas intérêt à ce que ça finisse mal. Wow. Admettons que ça finit, il ne veut pas s'identifier, puis là, je dois le mettre en état d'arrestation. C'est son travail qui est en jeu au bout de la ligne. T'sais. Puis admettons qu'il fait du transport Canada-États-Unis. Si jamais il y a des accusations criminelles parce que l'intervention s'est mal passée, ben là, il ne pourra plus aller aux États-Unis. C'est pas à leur avantage. C'est tous des conducteurs professionnels. Ça va super bien. Des gens nerveux, oui, il y en a. Puis y en a, mais souvent, ils me disent c'est la première fois. Je fais 12 ans pas, ça va bien aller. Il n'y a pas de. Ça peut pas. On tue pas le monde. Là. Le pire qui peut arriver, là, c'est un constat d'infraction où tu vas arrêter de travailler. C'est pas. Ouais, non, vous comprenez, là, c'est rien de grave, là, vous ne ramasserez pas en prison. Ben, si vous ramassez en prison, c'est parce que ce que vous avez fait... Ça n'a pas bien... C'est le cas où ça n'a pas bien été. Si vous transportez de la drogue dans votre camion, mais là c'est hors de mon contrôle à moi. Là, vous saviez à quoi vous vous engagez en faisant ça, mais les personnes professionnelles, là, ça va relativement très bien. Mais oui, ça leur arrive d'être nerveux. C'est sûr que d'avoir un constat, ben là, quand on touche le portefeuille ou les poings, mais c'est jamais agréable non plus. Là. Moi, je vais toujours vérifier l'infraction, c'est-tu dangereux ou pas? Parce que souvent, il y a 3, 4, 5 infractions. Il y a tellement de lois et règlements, ça arrive souvent qu'il y a plusieurs infractions. J'ai aucun intérêt à toutes les donner. Je vais démêler les infractions qui vont au conducteur, les infractions qui vont à l'exploitant ou au propriétaire, puis après, je vais aller dans l'ordre de gravité. S'il n'a pas signé son certificat d'immatriculation, puis s'il ne fournit pas des courroies en bon état pour attacher le chargement, ben, je vais y aller sur l'équipement qui est pas fonctionnel, qui est inadéquat, là, qui a donné le constat pour l'immatriculation pas signée. Fait que j'y vais dans ce sens-là. Fait que peu importe l'attitude que vous allez avoir. Puis ça va aller aussi, est-ce que ça fait plusieurs fois que vous êtes avisé pour la même chose? Si ça fait 4 fois, je vois dans mon système, ça fait 4 contrôleurs routiers qui vous disent de ne pas faire ça, bien, à un moment donné, la chance va être passée. Là. On vous l'a expliqué, on vous l'a dit, on vous a remis des documents. Après ça, la prochaine étape, malheureusement, je vais avoir le constat. Même si vous êtes le plus gentil du monde, ça ne changera pas au fait que ce que vous avez fait était dangereux. Puis il faut malheureusement sévir. Là. Est-ce que ce genre d'entreprise-là, qui a eu plusieurs infractions, qu'on se rend compte, ça fait plusieurs fois qu'ils se font intercepter et qu'il y a des constats, est-ce que vous avez le droit d'aller faire un audit en entreprise? Les audits sont faits dans nos contrôleurs routiers. Il y en a 2. À part les contrôleurs routiers en vérification mécanique, nos contrôleurs routiers sur route peuvent aller en entreprise et on a aussi des enquêteurs qui ne font que ça. Donc, ils ne patrouillent plus. Ils font, eux autres, les audits. La différence entre les deux, c'est qu'un contrôleur routier sur route, il fait une intervention. Il se questionne à savoir les heures, est-ce qu'ils sont bien tenus en entreprise, où il voit plusieurs infractions au logbook ou le matériel pas fourni ou un état mécanique déficient. Il pourrait décider d'aller continuer son intervention en entreprise. Il va aller rencontrer la compagnie puis il va vérifier tous les dossiers. Les dossiers du conducteur, puis les dossiers du véhicule. Donc là, on va voir le suivi de l'entretien, les rondes de sécurité, puis toutes les heures de conduite. On est supposé avoir les 6 derniers mois. On va tout vérifier ça. Tout ça dans le but là, d'améliorer la sécurité routière parce que ça a un impact sur la route si c'est mal géré en entreprise, puis d'essayer essayer les compagnies à atteindre la conformité. Tantôt, on disait c'est à eux à aller chercher l'information, mais là, quand on y va, bien, on en profite pour leur en donner, voir qu'est-ce qui est mal parti, puis peut-être, des fois, c'est des petites corrections de rien, là. Si les lacunes sont sur un aspect ciblé, des fois, ça peut être... C'est ça, des fois, c'est comme, sur vos registres, il manque le cycle de conduite. Rajouter le cycle de conduite, c'est pas grand-chose, là. Mais des fois, c'est plus grave que ça. Mais oui, ça va être suite à ce qu'on a vu sur la route. On va se questionner, puis on va aller voir en entreprise. Ça peut être suite à un accident. On est appelé en assistance à des policiers, puis suite à ça, on va aller vérifier en entreprise. Ou un signalement. On peut avoir des gens qui vont faire des signalements puis dire, bien, telle entreprise, les conducteurs dépassent toujours leurs heures ou des choses comme ça. Nos contrôleurs routiers sur route peuvent aller en faire un. Quand ils vont, habituellement, ils vont regarder juste un dossier, celui du conducteur puis du véhicule qu'ils ont intercepté. OK. Habituellement, ils ne devraient pas, en principe, là, aller plus loin que ça. La différence avec le contrôleur routier en entreprise là, qui fait ça à temps plein,
Lui, quand il va aller en entreprise, il va vérifier, c'est un certain ratio établi. OK? Moi, je ne suis pas contrôleur routier en entreprise, là, je ne peux pas vous expliquer tout comment il fonctionne, mais je sais que si la compagnie, admettons, elle a 100 véhicules, bien, lui, il va devoir, avec un certain ratio, vérifier peut-être 50 dossiers véhicules sur les 100. Puis la même chose, si tu as 70 conducteurs, mais peut-être qu'il faut qu'il en vérifie 35 sur les 70. Fait qu'il va vérifier vraiment un plus grand échantillon que nous quand on y va. Moi, si j'y vais puis que je vois que c'est mal tenu ou que j'ai une inquiétude quelconque, je pourrais, après ça, donner mon dossier à celui en entreprise qui aille faire un audit plus en profondeur à l'entreprise. C'est à peu près la différence là, entre les deux. On peut les cibler aussi en fonction de leur comportement. T'sais, moi, je le cible en fonction de 1 sur la route. Je vois que lui est délinquant, mais une entreprise, si elle reçoit beaucoup de constats d'infraction, vient à un moment donné qu'à la commission des transports, elle devient inquiétante. Donc, on peut les cibler en fonction de ça aussi. Les compagnies qui ont beaucoup de constats d'infraction ou qui sont souvent impliquées dans des accidents, il y a une manière qu'on peut les cibler pour aller les voir, pour diminuer le risque puis les aider à devenir conformes. Essayer de prévenir un événement avant que... Oui, notre objectif, c'est ça. C'est pas d'aller un coup qu'il y a un accident mortel, admettons, qui est arrivé. Là, c'est vraiment en prévention. Là. Puis souvent, par après, on va retourner, voir s'ils se sont replacés là, avec les informations qu'on leur a données. Est-ce que vous rencontrez des situations dangereuses dans le cadre de vos interventions? Ou... La majorité des accidents de travail, de ce que j'ai vu, là, de ce qu'on m'a dit, parce que on est 300 à travers le Québec, je ne sais pas tout ce qui se passe partout, mais ce qu'on m'a dit, c'est que 60% des accidents de travail, à peu près, là, étaient reliés au mouvement, la posture, la manipulation d'équipement. C'est vraiment, être assis longtemps dans une voiture, utiliser les pèse-roues quand même qui sont assez pesants quand on les sort du pick-up pour les mettre sous les roues. Puis vous en avez plusieurs, j'imagine. Il y en a plusieurs à déplacer. Oui, il y en a plusieurs à déplacer. Les chutes, les accidents de la route. On a eu peut-être quelques-uns aussi corridors de sécurité, là, non respectés pendant nos interventions. C'est ce qui est ressorti le plus dans nos accidents là, dans les dernières années. Pour le reste, on a une bonne clientèle, là, ça va assez bien avec les conducteurs. C'était surtout ça. Puis en plus, là, vu qu'on est en hiver, il fait noir assez tôt, puis sortir de la route, sortir de la voiture sur le bord du chemin, aller voir un véhicule, je me dis des fois, ça doit être... Les voitures passent vite à côté, ça doit avoir une impression à un moment donné d'être dans une espèce de zone. Là, pour le corridor de sécurité. Ouais, c'est ça. Là. Me semble, j'aurais peur de me faire frapper. La petite phrase qui roule souvent entre nous autres, c'est le contrôleur est le seul responsable de sa sécurité. T'sais. C'est à toi de dire, c'est-tu le bon endroit pour le faire? Sinon, intercepte un peu plus loin. Sinon, dis au conducteur, regarde, si tu connais bien ton environnement, plus loin, il y a un stationnement d'IGA, tu veux-tu, on va rentrer là. Il y a des moyens de travailler pour ne pas se mettre trop en danger non plus. C'est sûr que si c'est juste une voie dans un sens, une voie dans l'autre, là, si j'intercepte un gros 53 pieds plus mon véhicule de patrouille, c'est peut-être pas l'idéal. Ou dans le trafic sur Crémazie, à l'heure de pointe, il y a des moments et des endroits qui s'y prêtent pas trop. C'est à toi à gérer ton intervention de manière à la faire la plus sécuritairement possible. Moi, côté corridor de sécurité, c'est vraiment personnel à moi. Je trouve que beaucoup de gens ne le respectent pas. Parce que notre corridor de sécurité, là, c'est pas juste une petite auto de police avec une autre petite auto en avant. Le nôtre, là, il fait 60 pieds de long. J'ai ma voiture de patrouille plus le 53 pieds en avant. Mais les gens, souvent, ils vont faire le corridor de sécurité juste à mon véhicule de patrouille à moi. Et tout de suite après, ils reviennent. Oh my. Mais moi, là, j'ai 53 pieds. Là, je marche tout le long du camion. Là, ils sont vraiment à côté de moi. Là, et qu'ils ne comprennent pas trop. C'est particulier. C'est vraiment une situation particulière, là, un 53 pieds qui se fait intercepter. Fait que les personnes autour ne savent peut-être pas trop comment réagir. Fait que j'ai pris l'habitude d'amener mon cône orange, un gros cône orange que j'amène avec moi. Puis quand je suis à la hauteur du conducteur, je le mets à ma gauche pour que les gens ne reviennent pas tout de suite après ma voiture de patrouille. Mais malgré tout, mon cône se fait frapper régulièrement. Oh my God!
Oui, ça fait peur un peu, mais oui, non. Fait que ça a vraiment à travailler, je crois. Et c'est pas les conducteurs professionnels les pires. Tous les camionneurs, ils le font majoritairement, le corridor de sécurité. C'est plutôt les plus petits véhicules. Mais pourquoi? C'est une méconnaissance? C'est-tu parce que des fois, le monde, là, sont dans leur routine puis sont sur le pilote automatique. Là. Ils t'ont même pas vu. Souvent, on travaille par deux, puis il y en a un qui se met soit bien en avant ou bien en arrière de notre interception, puis il surveille le corridor. Puis quand il y a un véhicule qui est dans notre mandat, donc commercial, là, va l'intercepter, puis souvent, c'est comme, ben voyons, quelle voiture? Tu sais, ils savent pas. Tu sais, puis il y en a, il dit, j'ai passé à côté, puis vous étiez pas en train d'arrêter personne. Ouais, mais tu sais, tu peux pas, rendu à côté, là, il est en train de l'arrêter, faut que je fasse attention, tu sais, c'est pas ça l'objectif. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sentent qu'ils prennent la responsabilité de juger s'ils doivent appliquer ça sur le moment, mais c'est une raison pourquoi c'est un standard, c'est qu'il fais-le tout le temps. Là, c'est pas à toi, c'est comme un stop. Là. Moi, je fais pas mes stops quand il y a pas... non, fais-le tout le temps. Là, tout le temps, c'est ça, c'est comme quand il n'y a pas personne, je passe lentement, puis quand il y a du monde, je fais mon stop au complet, ça marche pas comme ça. Là. Mais il faudrait que le monde le fasse tout le temps. Moi, il y a un véhicule en panne sur l'accotement, c'est même pas un véhicule d'urgence, je me tasse. Parce qu'un coup qu'on se fait frôler puis qu'on sait c'est quoi se faire frôler, ben on le fait pas vivre aux autres. Mais je pense que c'est ça aussi, c'est la méconnaissance. Amener tout le monde une journée sur le bord de l'autoroute à faire une intervention, ça se peut que demain matin, ils conduisent plus de la même manière puis qu'ils vous laissent de la place. T'sais. C'est un gros manque de connaissances. Là. Fait que j'ai pris l'habitude, à chaque fois qu'il y a quelque chose sur l'accotement ou pris dans une voie, je me tasse. Peu importe. Pas besoin de dire « Ah, il est-tu régi, celui-là? Faut-tu que je me tasse? » Ou « Je suis pas sûre. Ah non, lui, il y a pas de flèche, il y a juste des gyrophares jaunes, j'ai pas besoin. » Tu sais, non. C'est-tu vraiment plus compliqué de se tasser? C'est ça. L'autre, il est à quatre pattes en train de changer son pneu, là, puis il se fait frôler. Là. C'est effrayant. Là. Si tout le monde changeait tout le temps, là, ça serait génial. En anglais, ils ont, le nom de ça, c'est quand même bon. Le move over, là, tasse-toi. Ça parle quand même pour notre corridor de sécurité, il est plus smooth. C'est nouveau quand même ici. Là. C'est relativement récent. Là. Ça fait pas longtemps quand même que c'est là. Puis ça prend souvent plusieurs années avant de changer. C'est pas facile de changer un comportement. Là. Qu'on a encore du travail à faire là-dessus. J'aimerais qu'on aborde un peu le volet prévention chez Contrôle routier. Est-ce que c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place chez vous? Oui, effectivement. On travaille de plus en plus l'aspect prévention. C'est sûr qu'à la base, on regarde le bilan routier. Puis là, on dit, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour diminuer le nombre là, de décès ou d'accidents graves de la route. Puis en regardant ça, bien, ça nous donne des pistes de solutions. On peut travailler au niveau de deux clientèles. C'est sûr, contrôle routier, notre gros créneau, c'est les véhicules lourds. Quand on fait de la prévention auprès de cette clientèle-là, tous les jours au quotidien. T'sais, déjà, en partant, dès que tu fais une intervention puis que tu dis ce que tu as fait, c'est pas correct ou regarde, ta fiche journalière, il faut la remplir de telle manière ou l'arrimage, il faut tant de courroies par mètre. Ou... Déjà là, on en fait de la prévention. Ça ne résulte pas toujours d'un constat d'infraction ou sinon, c'est sur 5 infractions, on en donne juste une, mais le reste, on va donner de l'information, on va donner des dépliants. Fait que c'est au quotidien. Puis, on n'arrivait pas à calculer un peu... C'est quoi ce temps-là mis par les contrôleurs routiers? C'est facile de dire, il intercepte tant de camions, il donne tant de constats, mais il y a tout un aspect prévention qu'on n'était pas capable de voir. Fait que depuis quelque temps, à contrôle routier, on remet des documents aux conducteurs, c'est un avis de non-conformité. Donc, ça nous permet de savoir le nombre d'avertissements qui a été donné. Puis un avertissement, il y a de la prévention reliée à ça. Je t'ai averti, je t'ai informé de. Donc, ça, c'est un des types là, de prévention là, qu'on fait puis qu'on peut quantifier. C'est dur quand on donne la prévention de dire on a rejoint tant de personnes, on a modifié le comportement, ça se calcule pas. Grâce à nous, il est arrivé tant de pas événements. C'est ça, tu sais. Puis la fois où j'arrête le camion parce que ces boulons de roue sont lousses, tu sais, est-ce qu'il y aurait eu des décès? Est-ce que j'ai sauvé du monde? Tu sais, il manquait une courroie, j'en ai fait rajouter une aujourd'hui, mais tu sais, j'ai-tu sauvé une vie ou ça se calcule pas. Fait qu'on a trouvé cette manière-là en ce moment de le faire, puis en plus, la compagnie, elle a un document écrit qui dit toutes les infractions qu'elle aurait pu recevoir, puis là, c'est sûr, ça va être à elle à faire les modifications pour pas que ça se reproduise. Après ça, on a une grosse problématique au niveau des freins.
À chaque année, on fait un road check, qui est une inspection aléatoire de la flotte de camions du Québec. Puis les infractions ou les défectuosités plutôt qui ressortent, c'est le système de freinage. Donc, on s'est mis à essayer d'informer le plus possible les camionneurs de ce problème-là. Je pense, j'ai vu ce matin, avant qu'on enregistre, dans la région de Québec, il y a eu un camionneur qui est décédé près d'un parc d'éoliennes. Le travailleur a manqué de frein en bas de la côte, son camion s'est écrasé. Et ce qu'on s'est rendu compte dans l'enquête, c'est que ce camion-là avait 14 défectuosités majeures juste sur les freins. Donc, il y avait comme 14 raisons pour pas qu'il puisse circuler sur la route à ce moment-là. C'est le fameux événement où le chauffeur a malheureusement appelé sa conjointe plus tôt dans la journée puis qui avait dit si je rentre pas chez nous, si je rentre pas à 5h30 à soir, c'est que je vais être mort. C'est assez macabre, là, mais c'est une vraie histoire. Ouais. Et il y a des manières de vérifier ces freins-là. Fait qu'il faut travailler à plusieurs niveaux. T'sais, au conducteur, on va lui montrer la méthode de rattrapage des freins. Ça peut être les mécaniciens, l'entreprise, les mandataires. Fait qu'on travaille beaucoup là-dessus dans notre unité mobile de prévention qu'on a maintenant sur route, qui est un gros véhicule interactif qui appartient à la Société d'assurance automobile puis à Contrôle routier. Mais on a au complet, le système de frein, là, vraiment. On a la pédale, on peut appuyer dessus, on voit comment ça fonctionne et on peut expliquer le système de freinage. C'est vraiment merveilleux. Puis quand c'est interactif, les gens, je pense qu'ils sont encore plus rejoints. Je pense pas qu'il y a juste de la prévention, je pense qu'ils sont conscientisés, ils ont intégré quelque chose. Là. Fait que ça fait partie des activités qu'on fait. Là. On peut même faire la campagne lourde de conséquences. Les gens autour, la majorité, en sont peut-être pas conscients, mais l'industrie plus parce que nos affiches sont dans les postes de contrôle, mais on sensibilise les véhicules lourds à la distraction au volant. Parce que c'est sûr, si tu es distrait à bord d'un camion qui pèse 57 tonnes, bien, le résultat de l'accident ne sera peut-être pas le même qu'avec ta petite écho. Donc, la distraction, faut l'éviter le plus possible. Fait qu'on travaille la distraction, la fatigue, le dépassement des heures dans l'industrie. On manque de conducteurs. Les compagnies, des fois, font dépasser les heures. On travaille là-dessus. Puis, part de la ceinture de sécurité. On a eu beaucoup de travail qui a été fait sur le port de la ceinture de sécurité parce que l'industrie du véhicule lourd, les conducteurs, la portent pas beaucoup. Puis, on essaie de faire changer ce comportement-là. Donc, on a eu plein d'activités reliées à ça. Puis ça, c'est tout le temps suite à des comités. Tu sais, l'industrie siège dessus, contrôle routier. Je connais pas tous les partenaires. On était là. Mais Via Prévention était là aussi, c'est ça. On travaille tout ensemble pour trouver des idées puis essayer de faire changer ce comportement-là. Puis, notre présence dans les salons comme l'Expo Cam qui s'en vient, bien, on est là puis on répond à l'industrie. Mais un autre gros volet... 70% là, des accidents impliquant un véhicule lourd, en ce moment, ne sont pas dus à la conduite du conducteur de véhicule lourd, mais aux usagers de la route qui sont autour. On parle de piétons, cyclistes et automobilistes. Fait que si 70% du bilan routier vient de cette clientèle-là, il faut viser cette clientèle-là puis l'informer. Fait que Contrôle routier, là, on travaille vraiment fort en ce moment sur ça, dont notre campagne Angle mort. Il doit sûrement avoir plusieurs personnes qui en ont entendu parler. On a un camion, un 12 roues là, qu'on voit en ville, là, ça se promène. En ce moment, bien, c'est le sel. Ils transportent le sel pour déglacer nos rues. Là. Mais on a un camion comme ça avec 4 tapis autour qui représentent les angles morts de ce véhicule-là. Et les gens, c'est super immersif, interactif. Ils s'assoient dans le camion, à la place du camionneur. Puis là, ils voient qu'est-ce qu'un camionneur voit quand il circule dans les rues. Là. Puis, ça fait changer habituellement leur comportement parce que là, ils réalisent qu'ils sont en danger quand ils sont sur ces zones-là. Puis, ils devraient être placés autrement, qu'on les informe beaucoup de cette réalité-là. Ils ont la chance de se mettre dans les chaussures du conducteur pour peut-être la première fois de leur vie. Oui, parce qu'il n'y a pas grand monde là, dans leur vie qui ont monté à bord d'un camion. Puis souvent, ils seront pas contents contre les camionneurs, mais un coup qu'ils ont compris leur réalité, souvent ils me disent, ben veux-tu bien me dire comment ils font pour conduire ça? Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça. Maintenant que vous comprenez, bien, si vous changez votre comportement puis vous ne restez pas dans ces zones-là, il ne devrait pas en avoir de problème. Lui, il va regarder ce qu'il est capable. Puis si vous ne restez pas dans les zones où il n'est pas capable de voir, bien, on devrait vraiment diminuer là, un nombre d'accidents incroyable. Le comportement des automobilistes avec les véhicules lourds,
Vous devez sûrement surveiller les réseaux sociaux. Là. Combien de vidéos qu'il y a de petites voitures là, qui coupent le nez des camions là, à quelques mètres? Ouais, en dashcam. Là. Oui, c'est impressionnant. Moi, ça me fait peur de les voir faire ça, mais ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients des distances de freinage des véhicules lourds. On travaille beaucoup cet aspect-là avec eux. Quoi d'autre? Salon véhicules récréatifs. On parlait aussi de matières dangereuses. Bien, on est là pour les informer du transport de matières dangereuses, comment bien attacher la remorque. Qu'est-ce qu'on a aussi dans le véhicule récréatif? Les vélos, tout ce qui dépasse à l'arrière, la signalisation, les feux qui doivent être visibles. On les sensibilise parce que ce pas des conducteurs de véhicules lourds, mais ce qu'ils conduisent, c'est un véhicule lourd. Même s'ils n'ont pas besoin de faire le rond de sécurité, là, mais je pense qu'il y a un minimum de vérification mécanique quand tu pars faire Montréal, Nouveau-Brunswick, là. Et tu te fais arrêter par contrôle routier parce que finalement, tu as trop de véhicules, tu es trop long ou tu n'as pas de frein puis il t'en fallait sur ta 3e remorque. Ça gâche des vacances. Fait on est là pour leur expliquer ça avant que les vacances commencent pour que ça se passe bien. T'sais. Est-ce que ça peut impliquer aussi le fait de dire que c'est dangereux peut-être de conduire avec son chien sur ses jambes au volant de sa voiture? Moi, ça vient me chercher à chaque fois. Quand tu vois ça? Ouais, les gens qui doivent déjà regarder en avant autour de leur char et ils ont leur chien sur eux. Je sais pas, moi, je vois pas ça souvent. Pour vrai, non, j'en vois quelques-uns. Ça arrive qu'on nous pose des questions là-dessus ou qu'on utilise ça comme exemple, oui. C'est pas recommandé, mais il y a un article du Code de sécurité routière qui dit qu'il n'y a rien qui doit entraver votre conduite ou votre visibilité. Ça pourrait rentrer là-dedans, mais au-delà de ça, là, votre chien, là, s'il saute par la fenêtre ou si vous freinez puis il glisse à vos pieds, là, où est-ce qu'il y a les pédales, le chien devrait être sur la banquette arrière puis il devrait être attaché. Mais il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règlement là-dessus, mais c'est une recommandation pour la sécurité de tout le monde. J'ai eu un accident avec mon chien à l'arrière, puis depuis ce temps-là, il est attaché tout le temps. Là. Et quand vous roulez là, à 50 km/h, puis que vous freinez, tout ce qui est dedans pèse 20 fois son poids. Fait qu'imaginez-vous votre chien de 20 livres, combien il pèse quand vous freinez. Puis on est juste à 50 km/h. Là. Fait que votre boîte de papier mouchoir là, qui est propulsée vers l'avant, là, qui fait une livre, ben là, on en fait 20 puis vous la recevez derrière la tête. Fait que tout devrait être attaché puis pas lousse, puis y compris d'autant plus votre chien, on les aime assez. Donc Jackson, mon berger allemand de 120 livres, il est pesant rendu. Il est-tu attaché quand il est dans l'auto? Non. Mais ils sont pas mis de conduire maintenant. Il y a un petit grillage là à côté, dans le plancher, puis dans le plafond. Mais... Il y a là, les petits volants à côté pour enfants, là, collés, il y a ça, puis c'est... Il pleure déjà assez parce qu'il a peur. Là. Ah, là, okay. Fait que tout ça, c'est ce qu'on fait en ce moment, contrôle routier, sa prévention. Puis on travaille sans cesse pour s'ajuster puis trouver des nouvelles manières de faire cette sensibilisation pour essayer vraiment de toucher les gens. Il y a des gens que tu vas juste leur dire une fois, fais pas ça, c'est dangereux, puis c'est réglé. Et si c'était comme ça pour tout le monde, ce serait génial. Mais tu sais, c'est pas ça. Fait qu'il faut trouver des manières frappantes le plus possible. C'est juste un petit dépliant, c'est-tu assez? Mais pour certaines personnes, ça va être assez. Puis pour d'autres, ben ça va prendre plus. Ça va prendre ton cartable de photos que tu as pris. Oui, ça c'est frappant. C'est frappant, mais... Fait qu'on on travaille là-dessus pour en trouver encore plus, puis rejoindre encore plus de monde. Puis je pense que plus on est à travailler en prévention, autant vous autres, nous autres, tout le monde mis ensemble, ben ça devrait donner des beaux résultats. Là. C'est ça l'objectif. On va terminer là-dessus. Marie-Josée, merci beaucoup encore une fois d'être venue au podcast. C'est très apprécié. Merci à vous autres. Je vais juste faire des plugs pour le podcast. Si vous voulez avoir plus d'informations puis nous suivre, vous pouvez venir sur Facebook, Twitter, YouTube sous le nom de Via Prévention. Vous avez tous les épisodes, toutes les informations concernant le podcast et aussi, c'est toutes les façons dont vous pouvez nous rejoindre là, sont là-dessus, le site web. Puis, Sam, y avait-tu d'autres choses? Pour rejoindre Contrôle routier, si jamais on veut appeler, est-ce qu'il y a des pages web? Oui, le numéro. Page Facebook, numéro de téléphone. Bien, il y a la page Facebook de la SAC, puis la page Facebook de Contrôle routier. Si c'est pour un signalement concernant tout ce qui est transport de biens ou de personnes, là, sur la page Internet de la SAC, il y a un onglet en bas « Signalement ». C'est complètement anonyme, puis votre plainte de dénonciation va être envoyée à un contrôleur là, qui va aller faire la vérification là, assez rapidement. Super. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté jusque-là et à la prochaine.